Il était une fois un amour si puissant qui défia roi, serment et destin. Né d'un filtre magique, il devint une flamme dévorante, impossible à éteindre. C'est l'histoire de Tristan, chevalier loyal, pris au piège de ses sentiments. Et d'Iseult, princesse promise à un autre. Une passion interdite, une trahison cruelle et un dénouement tragique qui hante encore les légendes. Tout commence dans le royaume de Cournoye, où le roi Marc règne avec sagesse et autorité. Un jour, un terrible défi est lancé à son royaume. Le Mohholt, un géant redoutable et frère du roi d'Irlande, exige un tribut annuel en échange de la paix. Ce tribut, 100 jeunes garçons et 100 jeunes filles de Cournoye destinés à l'esclavage. Le roi Marc, refusant de céder à cette exigence cruelle, cherche un champion pour affronter le Mohholt en combat singulier. C'est alors que Tristan, son neveu et chevalier le plus vaillant, se porte volontaire. « Je combattrai le Mohholt, mon oncle », déclare-t-il, l'épée à la main. « Je défendrai l'honneur de Cournoye. » Le roi Marc, bien que fier de son neveu, est inquiet. Le Mohholt est réputé invincible, et sa force légendaire a déjà terrassé des dizaines de guerriers. Le jour du combat arrive. Tristan et le Mohholt se font face sur une plage déserte. Le vent soufflant fort, les vagues s'écrasant contre les rochers. Le Mohholt, un colosse aux épaules larges et à la peau marquée de cicatrices, rit méchamment. « Tu es jeune et imprudent, petit chevalier », dit-il en brandissant une épée massive. « Tu mourras aujourd'hui. » Mais Tristan ne se laisse pas intimider. Le combat commence, féroce et brutal. Les épées s'entrechoquent, les étincelles jaillissent, et le sable est bientôt taché de sang. Tristan, bien que moins fort, est rapide et rusé. Il esquive les coups puissants du Mohholt et contre-attaque avec précision. Finalement, après une lutte acharnée, Tristan porte un coup fatal au Mohholt, le transperçant de son épée. Le Mohholt, mourant, murmure « Tu as gagné, chevalier. Mais ma sœur, la reine d'Irlande, te maudira. Et cette blessure, elle ne guérira jamais. » Il tend une main tremblante vers Tristan, qui réalise trop tard que la lame de Mohholt était empoisonnée. Tristan s'effondre, le poison se répandant dans ses veines. Gravement blessé et empoisonné, Tristan est ramené à Cournoye. Les médecins du roi Marc étaient impuissants face au poison. C'est alors qu'un vieux sage suggère une solution désespérée. Seule la reine d'Irlande, sœur de Mohholt, connaît l'antidote. Mais aller en Irlande, c'est marcher vers la mort. Tristan, déterminé à survivre, décide de tenter sa chance. Dès 10 ans bat, il embarque pour l'Irlande, un pays hostile où il est considéré comme un ennemi. Là-bas, il se fait passer pour un musicien itinérant et gagne la confiance de la cour grâce à son talent. Un jour, il est appelé à jouer devant la reine et sa fille, Iseult. Iseult, une jeune femme d'une beauté légendaire, aux cheveux dorés comme les rayons du soleil, est fascinée par la musique de Tristan. Elle remarque aussi sa blessure et, malgré les avertissements de sa mère, décide de le soigner. « Tu as l'air d'un homme bon », dit-elle en appliquant un onguent magique sur sa blessure. « Je ne peux pas te laisser mourir. » Pendant qu'Iseult soigne Tristan, elle découvre son identité en reconnaissant une ébréchure sur son épée, la même qui a tué son oncle. Choquée et en colère, elle s'apprête à le dénoncer, mais quelque chose l'en empêche. Elle voit dans les yeux de Tristan une noblesse et une douleur qui la touchent profondément. Elle décide donc de garder son secret. Une fois guéri, Tristan retourne en Cournoye. Mais cette mission périlleuse en Irlande a changé son destin à jamais. Il a rencontré Iseult, et bien qu'il ne le sache pas encore, leur amour est déjà en train de naître. Mais cette mission a aussi semé les graines de la tragédie à venir, car le poison du Mohholt n'était qu'un prélude aux épreuves qui les attendent. De retour en Cournoye, Tristan est accueilli en héros. Le roi Marc, fier de son neveu, organise une grande fête en son honneur. Et Tristan, bien que guéri de sa blessure, est hanté par le souvenir d'Iseult. Il ne peut oublier la princesse aux cheveux d'or qu'il a sauvée
malgré tout. Cependant, le destin a d'autres plans pour Tristan. Le roi Marc, toujours célibataire et sans héritier, décide qu'il est temps de se marier. Il envoie alors Tristan en Irlande une deuxième fois, mais cette fois avec une mission bien différente. Ramener Iseult pour qu'elle devienne sa reine. Tristan, déchiré entre sa loyauté envers son oncle et ses sentiments naissants pour Iseult, accepte tout de même la mission. Il retourne en Irlande, où il est accueilli avec méfiance. Mais grâce à son charme et à son courage, il parvient à gagner la confiance de la cour. Il propose un mariage entre Iseult et le roi Marc, présentant cette union comme le moyen de sceller la paix entre l'Irlande et la Cornouaille. Iseult, bien que réticente, accepte pour le bien de son peuple. Sa mère, la reine d'Irlande, prépare un filtre d'amour, un breuvage magique destiné à sceller l'amour entre Iseult et le roi Marc. « Buvez ceci le jour de vos noces, dit-elle à sa fille, et votre amour sera éternel. » Sur le chemin du retour à la Cornouaille, Tristan et Iseult partagent un moment d'intimité à bord du navire. C'est alors qu'une servante, croyant servir du lait, leur offre une coupe d'or contenant le filtre d'amour. Dès qu'ils le boivent, leur destin est scellé. Leur amour éclate comme une tempête impossible à contenir. Ils s'aiment, mais cet amour est interdit. Iseult doit épouser le roi Marc. Et Tristan doit rester fidèle à son oncle. De retour à la cour, Iseult épouse le roi Marc, mais son cœur appartient à Tristan. Les deux amants vivent une passion secrète, volant des moments précieux dans l'ombre des couloirs du château. Chaque regard, chaque toucher est un paradis, mais aussi un enfer, car ils savent que leur amour est condamné. Le roi Marc, d'abord confiant, commence à douter. Les courtisans chuchotent, les regards se font plus perçants. Un jour, un homme malveillant, Froquin, découvre leur secret et les dénonce au roi. Le roi Marc, déchiré entre sa colère et son affection pour Tristan, décide de les mettre à l'épreuve. Il organise une chasse. Il laisse Tristan et Iseult seuls dans la forêt, espérant les surprendre. Mais Tristan, rusé, place une épée entre lui et Iseult pendant leur sommeil. Quand le roi les trouve, il est convaincu de leur innocence, pour un temps. Pourtant, les soupçons grandissent. Un soir, alors que Tristan et Iseult se rencontrent en secret dans un jardin, le roi Marc les surprend. Fou de rage, il ordonne l'arrestation de Tristan. Mais avant que les gardes ne puissent l'atteindre, Tristan s'échappe, sautant d'une falaise dans les flots tumultueux de la mer. Tout le monde le croit mort, mais il survit, secouru par des pêcheurs. Tristan part alors en exil, errant de terre en terre, combattant pour oublier sa douleur. Mais son cœur reste avec Iseult. Il ne peut l'oublier. En Bretagne, il épouse une autre femme, Iseult au Blanchemont, espérant tourner la page. Mais cette union est un leurre. Il ne peut aimer qu'une seule femme, Iseult la blonde. Son cœur est prisonnier d'un amour impossible. Iseult au Blanchemont, blessée par son indifférence, devient jalouse et amère. Un jour, Tristan est gravement blessé lors d'une bataille. Une lance empoisonnée le transperce et les médecins sont impuissants. Sentant la mort approcher, il envoie un messager chercher Iseult la blonde, la seule capable de le guérir grâce à ses connaissances en médecine. Il donne une instruction claire. Si elle vient, il sait une voile blanche. Si elle refuse, une voile noire. Les jours passent. Tristan, agonisant, guette l'horizon. Son fidèle ami, Gorvenal, le veille jour et nuit. Tristan murmure le nom d'Iseult comme une prière. « Viens, viens me sauver, mon amour. » Mais les heures s'étirent, interminables. Iseult la blonde, apprenant la nouvelle, monte aussitôt sur un mâteau. Il sent une voile blanche. Elle est déterminée à sauver Tristan. Coûte que coûte. Pendant que Tristan, agonisant, guette l'horizon, le temps semble s'étirer.
Chaque seconde est une éternité. Son fidèle ami, Grvenal, veille à son chevet, essayant de le réconforter. « Elle viendra, Tristan, elle viendra, murmure-t-il. » Mais les yeux de Tristan se troublent. Son souffle devient plus faible. Il murmure le nom d'Iseult comme une prière désespérée. Sur le bateau, Iseult la blonde est en proie à une angoisse insupportable. Le vent semble jouer contre elle. Les vagues se dressent comme des montagnes, mais elle refuse de perdre espoir. « Plus vite !» crie-t-elle au capitaine, les mains serrées sur le bordage. « Nous devons arriver à temps. » Elle tient dans ses bras une fiole contenant un antidote, le seul espoir de sauver Tristan. Pendant ce temps, en Bretagne, Iseult au Blanchemain observe de l'horizon depuis la tour du château. Quand elle voit le bateau arriver, son cœur se serre. La voile blanche. Iseult, la blonde, vient. Une vague de jalousie et de douleur l'envahit. Elle se précipite dans la chambre de Tristan, où il repose, pâle et fiévreux. « Tristan !» dit-elle d'une voix tremblante. « Le bateau, la voile est noire. Elle ne vient pas. » Les yeux de Tristan s'emplissent de larmes. Son cœur, déjà fragile, se brise. « Elle m'a abandonné, murmure-t-il, avant de fermer les yeux pour la dernière fois. Son souffle s'arrête et le silence s'abat sur la chambre comme un linceul. Quelques instants plus tard, Iseult la blonde arrive, essoufflée, les cheveux en désordre, tenant précieusement la fiole. Mais quand elle entre dans la chambre, elle voit Tristan, immobile, pâle comme la mort. « Non, non !» crie-t-elle, s'effondrant à ses côtés. Elle le secoue, le supplie, mais il ne répond pas. Elle prend son visage entre ses mains, mais ses yeux restent fermés, son corps déjà froid. Iseult la blonde, incapable de supporter cette douleur, prend la fiole qu'elle avait apportée pour le sauver et en boit la moitié. Puis elle se tend sur Tristan, lui murmure des mots d'amour et boit le reste. « Si nous ne pouvons pas vivre ensemble, nous mourrons ensemble, dit-elle, avant de s'effondrer à ses côtés. Le roi Marc, dévasté par la mort de Tristan et Iseult, ordonne que leurs corps soient enterrés côte à côte dans un lieu sacré, surplombant la mer. Les funérailles sont grandioses, mais l'atmosphère est lourde de chagrin et de regrets. Les courtisans pleurent, et les servantes sanglotent. Et même les plus endurcis des chevaliers ont les larmes aux yeux. Le roi Marc, lui, reste silencieux, le regard perdu dans l'horizon, comme s'il cherchait à comprendre comment tout a pu basculer si vite. Les tombes de Tristan et Iseult sont creusées l'une à côté de l'autre, mais séparées par une petite barrière de pierre, symbole de leur amour interdit dans la vie. Pourtant, quelque chose d'extraordinaire se produit. Au matin suivant des funérailles, les ferventes du château découvrent que 2 arbres ont poussé pendant la nuit. Leurs racines, enfouies dans les tombes, un chêne robuste et majestueux, et un rose velita aux fleurs d'un rouge éclatant. Leurs branches s'entrelacent, comme si elles cherchaient à se rejoindre malgré la barrière de pierre. Le roi Marc, témoin de ce miracle, comprend alors la profondeur de leur amour. Il ordonne que la barrière soit retirée, permettant aux arbres de grandir librement, leurs branches s'enlaçant de plus en plus au fil des années. Les villageois, émerveillés, commencent à raconter que les arbres murmurent des noms lorsque le vent souffle à travers leurs feuilles. Tristan, Iseult. Les années passent et les arbres deviennent un lieu de pèlerinage pour les amoureux du monde entier. Monde que ceux qui s'assoient sous leur ombre et écoutent le murmure du vent peuvent entendre les échos de leur histoire. Une histoire d'amour si puissante qu'elle a transcendé la mort. Les jeunes filles y déposent des fleurs, les jeunes hommes y gravent des serments d'amour, et les poètes y trouvent l'inspiration pour leurs plus belles œuvres. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car chaque nuit, lorsque la lune brille haut dans le ciel, on raconte que les âmes de Tristan et Iseult se réveillent. Ils errent ensemble dans les jardins du château, main dans la main, leur silhouette translucide baignée d'une lumière argentée.
ils se murmurent des mots d'amour, des promesses éternelles, et parfois on peut entendre leurs rires résonner dans la brume nocturne. Un soir, un jeune berger perdu dans la forêt tombe sur les deux amants enlacés. Effrayé au début, il est vite rassuré par la douceur de leur présence. Tristan lui sourit et lui dit « N'aie pas peur, jeune homme, l'amour vrai ne meurt jamais. Il traverse les siècles, les océans et n'aime la mort. » Iseult, de son côté, pose une main légère sur l'épaule du berger et murmure « Raconte notre histoire, que le monde sache que l'amour est plus fort que tout. » Le berger, bouleversé, retourne au village et raconte ce qu'il a vu. Dès lors, l'histoire de Tristan et Iseult devint une légende, transmise de génération en génération. Les arbres, eux, continuent de grandir. Leurs branches s'entrelacent toujours plus, comme si elles cherchaient à protéger les âmes des deux anneaux pour l'éternité. Maintenant, laissez cette histoire s'éloigner doucement, comme une vague qui retourne à l'océan. Fermez les yeux et imaginez les branches des deux arbres entrelacés, berçant doucement Tristan et Iseult dans leur éternel repos. Respirez profondément. Sentez l'air frais de la nuit entrer en vous, léger et apaisant. Laissez chaque inspiration vous remplir de calme et chaque expiration emporter avec elle les tensions de la journée. Vous êtes en sécurité, ici et maintenant, entouré par la tranquillité de la nuit. Écoutez le murmure du vent dans les feuilles, comme une douce mélodie qui vous invite à vous détendre. Laissez chaque muscle de votre corps se relâcher, un à un, des orteils jusqu'au sommet de votre tête. Vous êtes lourd mais d'une lourdeur agréable, comme si la terre vous enveloppait dans un cocon de douceur. Laissez vos pensées s'envoler, légères, comme des feuilles portées par la brise. Tristan et Iseult reposent en paix, et vous aussi. Vous pouvez trouver cette paix. La nuit est là pour vous protéger, pour vous bercer, pour vous rappeler que tout est calme, que tout est tranquille. Allez-y, glissez lentement vers le sommeil, emporté par cette sensation de bien-être. Demain est un autre jour, mais pour l'instant, reposez-vous. Vous êtes en sécurité, vous êtes aimé, vous êtes en paix. Bonne nuit. Vous pouvez maintenant écouter tranquillement la musique. Vous pouvez également vous abonner ou regarder une autre vidéo si vous ne dormez toujours pas. Bonne écoute et encore une fois, bonne nuit.